Merci de votre fidélité au cœur de l'actualité africaine. Le Bénin où le réaménagement de la carte diplomatique fait polémique. Quelles sont les innovations avec cette réforme? Quels peuvent être ses impacts sur la visibilité du Bénin? Et pourquoi la polémique? Le débat est ouvert dans 7 jours en Afrique. Et puis le décès ce jeudi du président tunisien Béji Caïd Essebsi, 92 ans. J'y suis arrivé. Quid de la jeune démocratie de ce pays maghrébin? La Côte d'Ivoire, un pays émergent dès 2020, réalité ou utopie? En tout cas, c'est une question qui divise autorités ivoiriennes et responsables de la Banque mondiale. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour le débat, Élisée Ribel Abel Adjovi, bonjour. Bonjour Fortune Ondefa, chers téléspectateurs, bonjour. Journaliste, internationaliste et écrivain, en face de vous, Giovanni Kakbovi, bonjour. Bonjour Fortune. Vous êtes journaliste, notamment à la source de l'information. C'est la source de l'info en abrégé. Justement, on va démarrer cette émission avec cette nouvelle carte diplomatique. Disons qu'il y a eu des postes diplomatiques qui ont été supprimés, le personnel réduit dans d'autres cas. Et ce que je dis, c'est peut-être juste la face visible de l'iceberg. En quoi consiste réellement cette réforme que de ce réaménagement de la carte diplomatique au Bénin? Fortune Ondefa, pour comprendre en fait ce réaménagement de la carte diplomatique du Bénin, il faut aller au début de l'avènement, si je peux m'exprimer ainsi, du président Patrice Talon. Déjà en 2016. Voilà, en 2016, parce que dès son arrivée, il a demandé à ce que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération mette en place un comité de transition pour revoir notre manière de conduire la diplomatie dans notre pays. Et donc, dans ce cadre, un travail a été fait, un rapport a été déposé, et il y a eu une première vague de réformes, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous savez très bien que par rapport à la mission dévolue à la diplomatie béninoise, il y a 2 aspects. Il y a le rayonnement du Bénin à l'international et voilà, de visibilité et également comment engranger des ressources pour notre développement économique, soit dit en passant que le Bénin entend mettre en avant son tourisme et sa culture. Et donc, dans ce sens-là, il était question de revoir tout ce qui avait rapport avec notre arsenal diplomatique. Et cette revue a été surtout que de supprimer quand même certains postes diplomatiques. On va y revenir justement parce que de l'eau a dû couler sous le pont. Entre-temps, on était en 2016, nous sommes aujourd'hui en 2019. Déjà, comment est-ce que vous, en tant qu'analyste quand même de la vie politique, sociale, économique du Bénin, aviez accueilli cette réforme? Non, c'est l'expression, je vais dire, de cette révision de la politique étrangère menée par le gouvernement de Patrice Talon. Et Ribel le disait tantôt, en juin 2016, le gouvernement a décidé de supprimer certains postes diplomatiques dans le poste de Cuba. Quand on sait que le gouvernement, le gouvernement cubain d'alors, depuis plusieurs années déjà, octroyait des bourses d'études aux étudiants médecins béninois qui vont se faire former. Et vous allez revoir que quelques années plus tard, le gouvernement béninois a décidé de rouvrir ce poste diplomatique. Et donc, on a l'impression que la politique étrangère du gouvernement de Patrice Talon n'est pas définie. En quelque sorte, on va du coq à l'âne. Pourquoi je dis cela? Il y a en RDC beaucoup de Béninois qui y vivent. Et aujourd'hui, on a supprimé l'ambassade qui était pour introduire un consulat général, je crois bien. Et même au Canada où beaucoup de Béninois vivent, on supprime aujourd'hui un poste diplomatique. Et donc, c'est à croire qu'on n'a pas une ligne directrice qui gouverne la politique étrangère du Bénin. Et cela remet en cause ou nous fait voir que pour la gouvernance, l'humain n'est pas au cœur de la gouvernance des différents chefs d'État, des différents gouvernements depuis 1990. Parce que chaque fois, il revient que des Béninois sont considérés ou bien sont en état d'esclaves
dans un certain pays, dans un certain nombre de pays, voilà. Je ne veux pas dire ces pays-là, mais que fait l'État béninois ou bien le gouvernement béninois pour parier cet état de choses? Au demeurant, on n'a toujours pas d'informations officielles, mais à chaque fois, et depuis 2016, on trouve que c'est vrai qu'il y a une sorte de bifurcation carrément de la politique étrangère qui a été mise en place depuis 1990. Mais aujourd'hui, on sent qu'on navigue à vue. Alors, c'est-à-dire, pour rester justement dans le langage diplomatique, au-delà de la question de la représentativité, c'est bien cela, et des institutions quand même qui représentent l'État, vers lesquelles peuvent s'orienter les Béninois de la diaspora dans tel ou tel pays du monde. On a donc senti le gouvernement, le régime Talon privilégier la plus-value, les retombées que peuvent apporter ces postes diplomatiques à la nation, retombées économiques, on peut le dire ainsi. Les choses ont évolué de 2016 à aujourd'hui. Oui, en fait, pour parler concrètement, autant que dans la diplomatie, que dans les autres secteurs du pays, il y a eu des réformes. Et donc, au niveau de la diplomatie béninoise, on peut parler de 2 à 3 choses précisément pour ne pas aller loin. Il était question de faire en sorte que nos compatriotes à l'étranger, qu'ils aient accès aux services notamment consulaires plus facilement. Et ça ne vous a pas échappé qu'on on parle aujourd'hui de e-visa, on parle aujourd'hui de visas supprimés pour les pays africains, les citoyens des pays africains. On parle également d'une modernisation, comment on appelle, de l'obtention des documents officiels. Donc on n'est pas motivé au niveau de... Non, attendez. Que par les retombées. Oui, attendez. Parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre. Donc la troisième partie, la modernisation des documents officiels, l'obtention des documents officiels par nos compatriotes de la diaspora. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, pour permettre à ce que la diplomatie aide à promouvoir notre culture et notre tourisme, il a été aussi question et d'acquisition et de rénovation de bâtiments au niveau de la chancellerie, la résidence, un certain nombre de choses. Maintenant, le troisième volet, c'est justement comment faire en sorte que les moyens qui sont destinés au ministère des Affaires étrangères, ça ne serve pas que pour, comment on appelle, le paiement des salaires et autres. Parce que, figurez-vous, si vous prenez par exemple le budget 2019, qui est à 28 milliards poussières, vous voyez les dépenses du personnel qui s'élèvent à, comment on appelle, à elles seules. Du ministère des Affaires étrangères, 28 milliards poussières. Vous voyez les dépenses du personnel qui s'élèvent, comment on appelle, à 18 milliards. Et vous voyez maintenant les dépenses de fonctionnement qui sont autour de 9 milliards. Vous voyez déjà que ça fait 27 milliards. Donc il n'y a qu'un milliard pour, comment on appelle, l'investissement. Ce que d'autres appelleraient dans un terme scientifique ou technique, PIP, Programme d'investissement public. Or, c'est cela qui permet, c'est un peu à l'échelle de la nation, le fait de prendre l'essentiel de l'argent, de ce que nous recevons au niveau des recettes pour payer les salaires. Donc, le gouvernement a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? La première option, c'est justement de dégraisser le personnel au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. Et ça a été fait. En même temps, il était question aussi de réduire le niveau de représentation au niveau de certaines chancelleries. C'est ainsi, on par réduit exemple, forcément la visibilité. Si on prend Abidjan, on a quitté le volet ambassade, on parle aujourd'hui de consulat général. Maintenant, il y a eu également la suppression. Entre-temps, il parlait évidemment de... comment on appelle, de Cuba, Canada, mais on est revenu là-dessus. Maintenant, il y a également été décidé, après tout cela, on a estimé, c'est-à-dire le gouvernement a estimé qu'il faut aller loin. Il faut aller loin, pourquoi? Pour toujours avoir plus de moyens pour gérer les choses, sauf que au niveau des choix, il se pose quelques problèmes et gérer très très rapidement. Quand nous prenons par exemple Ottawa, le Canada, on a quand même la chancellerie qui est là, on a investi pour la réfection. On a également de l'autre côté, depuis il y a quelques mois, un bâtiment pour le personnel. Vous rendez, lorsque vous investissez autant et que nous avons le Canada avec qui nous avons de très grands rapports, même si aujourd'hui on peut toujours continuer à coopérer avec le Canada, le fait qu'on ait investi autant
et que tout de suite après, on décide de se retirer du Canada, ça pose un problème. Parce que quand même, le Canada, c'est un grand contributeur, même au niveau des Nations Unies. Voilà, Maintenant, si vous prenez Téhéran, non, je vais aller très très rapidement. Canada, Téhéran. Si vous prenez Téhéran, alors que les grandes puissances n'étaient pas présentes du côté de l'Iran, le gouvernement précédent a pris le risque d'aller du côté de Téhéran et on sait ce que nous avons engrangé comme ressources. Aujourd'hui, que les puissances occidentales... ça veut dire quoi? Est-ce que ça avait porté il y a eu la construction d'un amphithéâtre. Il y a même eu la construction d'un amphithéâtre. Donc aujourd'hui, les grandes puissances sont retournées à Téhéran. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes ces derniers temps, mais ce n'est pas le moment. On a vu juste, ce n'est pas le moment de se retirer. Surtout que si nous rentrons dans, sur le plan géopolitique et géostratégique, vous savez très bien que Téhéran est le chef des files du monde arabo-musulman au niveau des chiites. Oui. Et alors, on va revenir. On est déjà dans la polémique, justement. On est déjà dans la polémique. Ouais. Votre première prise de parole, on a senti que c'était déjà porté vers un peu de critique à comment les choses s'étaient un peu organisées entre-temps. Polémique au niveau des analystes, d'observateurs que vous êtes, mais polémique également dans le monde diplomatique. Entre les diplomates, la polémique enfle de plus en plus sur cette question. Pourquoi, selon vous? Non, d'abord, il faut reconnaître au gouvernement l'effort de rationaliser les dépenses publiques. Ce qui est d'ailleurs fait par le dégraissage des diplomates en poste, et même le ministère de l'économie et des finances a fait revenir au pays certains de ces cadres en poste. Et vous allez voir, dans cette mesure, il n'y a que certains diplomates béninois en poste à Paris ont été affectés à Bruxelles dernièrement. Polémique parce qu'une ambassade a 5 fonctions, je crois, fonction de représentativité, fonction d'information, fonction d'accréditation, fonction de partenariat et de promotion des cultures entre les deux pays. Et donc, ces fonctions-là doivent être remplies par l'État béninois à l'étranger, la représentation de l'État béninois à l'étranger. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de Béninois qui vivent à l'étranger dans les pays dans lesquels ces postes ont été supprimés, cela voudra dire que l'État béninois aujourd'hui a de la réticence ou ne voudrait plus protéger ses ressortissants dans ces pays-là. Et c'est un très grand risque que le gouvernement béninois est en train de prendre. Peut-être certaines personnes vont voir dans la critique des diplomates qu'ils sont en train de jalouser, bien de vouloir garder leur carrière diplomatique à l'extérieur. Et c'est peut-être à tort ou à raison, peut-être de bonne ou mauvaise foi, ça je l'ignore. Mais il est important pour l'État béninois, pour un État, de protéger ses ressortissants à l'extérieur. Et Dieu seul sait combien de Béninois vivent aujourd'hui au Canada, vivent aujourd'hui en RDC, dans les pays dans lesquels les postes diplomatiques ont été supprimés. Alors, jusqu'où peut aller cette polémique? Non, c'est qu'il y a des risques et je parlais par exemple par rapport à Téhéran et j'ai dit l'aspect de ce que nous étions là avant les autres et que maintenant tout le monde est là-bas, pourquoi nous retirer? Mais l'aspect géopolitique, je l'expliquais quand vous m'avez repris la parole. En fait, vous savez très bien que l'Iran est le chef de file des pays arabo-musulmans chiites et que Riyad est le chef de file des pays arabo-musulmans sunnites. Et donc, si vous vous retirez, si vous vous retirez de Téhéran et que vous restez à Riyad, ça pose un problème. Et vous savez, Téhéran a une capacité de nuisance. Et donc, ça pourrait créer des problèmes. Même chose pour l'Algérie. Vous vous retirez de l'Algérie qui a quand même formé beaucoup de nos cadres et que vous restez au niveau de Rabat. Normalement, s'il n'y a pas la rivalité Rabat, Alger, il n'aurait pas eu de problème puisque c'est des pays frontaliers. Un ambassadeur peut avoir une accréditation de l'autre côté également. Mais il faut savoir que si vous êtes à Rabat et que vous n'êtes pas du côté d'Alger, il se pose un problème parce que justement l'Algérie a la peau dure et au niveau de l'Union africaine, on sait très bien il faut bien tenir compte quelle est relations. La capacité de nuisance de l'Algérie une fois encore et donc on pourrait en pâtir. Sans oublier que c'est vrai que du côté de Libreville, on peut desservir la RDC, tout ça, mais on avait déjà rien qu'une
qu'un consulat général. On pouvait maintenir ça parce qu'il y a quand même une bonne partie de nos compatriotes dans la pêche et bien d'autres sur place. Donc ça pose un problème. Maintenant, les autres réformes, c'est vrai que ce soit au niveau de Genève, que ce soit au niveau de New York, le fait de supprimer les postes d'adjoints, c'est quand même, les postes d'adjoints sont quand même importants, il faut le dire, par rapport à la densité et à l'immensité du travail. Maintenant, peut-être qu'on va y revenir. Le gouvernement estime que dans le cadre de l'efficacité, de la pertinence, comment faire en sorte que avec les moyens disponibles, on peut faire le travail et avoir les résultats, qu'il y aura des ambassadeurs accrédités, il y aura des ambassadeurs itinérants. Mais moi, je pense que par rapport à ces pays, précisément le Canada, l'Iran et notamment l'Algérie, il faudra très très rapidement revenir à la normale. Ce sera très important, sinon notre pays pourra éventuellement en pâtir. Cela dit, je pense qu'il faudra également être d'accord qu'on ne peut pas avoir, par exemple, pour 2019, un budget de 28 milliards et que 27 sont consacrés à cela. Cela dit, on ne peut pas ramener, tout ce que le Bénin peut faire dans son dispositif diplomatique. On ne peut pas prendre cela en termes de bénéfices seulement. Il y a la question du prestige qui est très importante. Nous sommes encore en pleine polémique sur la question. Est-ce que, comme vous le dites, la polémique va contribuer à faire évoluer positivement les choses? Le gouvernement va-t-il changer de cap, changer un peu de fusil d'épaule, tenir compte d'un certain nombre de justement de considérations? C'est un débat qui est encore d'actualité. On pourra à loisir revenir là-dessus. On va parler justement de cette actualité qu'on a eue fraîchement ce jeudi. Il aura apporté un vent de démocratie en Tunisie avec son élection à la tête de l'État tunisien en 2014. Il n'a pas pu boucler son mandat. Béji Caïd Essebsi s'en est allé ce jeudi. Il avait 92 ans. Jeune démocratie, à peine 5 ans. Et celui qui incarne cette démocratie, s'en est allé, c'est vrai. On sait qu'il a l'âge pour aller se reposer. Est-ce que cela va vraiment agir sur cette démocratie, disons, encore très fragile? Bien évidemment, parce que Béji Caïd Essebsi, c'est quelqu'un qui a servi pratiquement Habib Bourguiba, qui a servi Ben Ali. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise le rouage de la politique tunisienne et qui a su damer le pied à Monsef Mazouki, ancien Premier ministre également. Et c'est quelqu'un qui a su garder la stabilité de l'État tunisien ces dernières années face aux attaques islamistes. C'est quelqu'un qui est perçu, bien que son fils soit en quelque sorte rejeté par une partie de la classe politique tunisienne. Donc on pense qu'il pourrait être son dauphin. Le débat est encore il est quand même celui qui est venu révolutionner dans une certaine mesure sur le plan démocratique et des droits de l'homme la sphère sociale de la Tunisie, parce qu'il a permis aux Tunisiennes d'avoir la même chance ou bien la même égalité, d'être sur le même piédestal que les Tunisiens, et donc égalité femmes-hommes. Il est venu montrer que bien que la Tunisie soit un pays islamiste ou musulman, il y a quand même de la possibilité à être démocrate et à respecter les droits de l'homme. Et donc oui, la Tunisie a perdu une personnalité de haut rang, celui qui a apporté véritablement la démocratie dans ce pays-là. Quels en seraient les impacts? Est-ce que ces acquis, comme vous le dites, seront remis en cause, alors qu'on sait justement qu'on a 2 élections majeures en vue? D'abord la présidentielle, il était presque à la fin de son mandat, et les élections législatives, on sait que juste après, comme le veut la constitution tunisienne, le président de l'Assemblée nationale a pris les rênes pour organiser ces élections-là. Nous sommes aussi dans un contexte où les islamistes ont dû faire un deal avec le parti de celui qui est décédé. Le ciel tunisien, comment est-ce que vous le voyez? Mais c'est un ciel clair sombre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce n'était pas déjà facile. Et l'homme qui vient de partir, Caïd Essebsi,
est quelqu'un, évidemment, je pense que son personnage incarne aussi la situation de la Tunisie aujourd'hui, parce que ça ne vous a pas échappé qu'en 1965, il était ministre de l'Intérieur de Habib Bourguiba, avec qui il a étudié à Paris, et qu'il a été un peu comme un boucher, donc pas forcément droit de l'hommiste, et que donc en dehors de ça, depuis qu'il est devenu président de la République en 2014, certains ont estimé qu'il y avait du clanisme autour de lui, mais en même temps, il est quelqu'un qui a travaillé vraiment pour que, comment on appelle, la Tunisie rentre dans l'ère démocratique, et aussi, il a travaillé pour qu'il y ait une cohésion entre islamistes et comment on appelle, et non-islamistes. Et donc, dans sa gestion, on a vu qu'il a tenu à travailler à ce que la Tunisie ne s'éclate pas, parce qu'il y a une forte pression pour que ce pays, tout en étant un peu musulman, tout en étant un pays prônant l'islam, laisse quand même une ouverture aux non-musulmans. Et donc il a travaillé vraiment dans ce sens, et ça me rappelle aussi son dernier livre en 2016, Tunisie, la démocratie en terre d'islam. Et donc avec son départ, est-ce que cet effort qu'il a fait en tant que diplomate Bontin, ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, pour permettre à ce que le pays ne s'éclate pas, est-ce que ça va pouvoir continuer ainsi? Les élections ont été reportées à octobre prochain. Est-ce que pendant ce temps, il ne va pas y avoir une résurgence comment on appelle, de la confrontation islamiste? Peut-être de ce qui a fait partie de Ben Ali, vous voulez dire, donc l'ancien, on va dire le plus vieux chef d'État en fonction, c'est éteint. On n'a pas vu ça venir, on n'en a pas trop parlé. On a beaucoup parlé de Bouteflika, le président, l'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe. On l'a pas vu venir. Oui, on l'a pas vu venir. Il a su le faire discrètement. Non, je pense que les circonstances s'y prêtaient, parce qu'il était venu à un moment où il y avait une crise en Tunisie, il fallait réformer, etc. Voilà. Peut-être il y a eu tout juste un petit oubli, mais bon. Bon, voilà. C'est une actualité sur laquelle on va revenir, des élections déjà en vue. Comment se fera déjà la transition avec les islamistes qui ont aussi quand même des ambitions politiques. On va y revenir. On finit cette émission avec la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien l'a martelé récemment d'ailleurs. La Côte d'Ivoire sera un pays économiquement émergent à partir de 2020. Une ambition que ne partage pas la Banque mondiale, qui pointe d'ailleurs du doigt une mauvaise redistribution des ressources du pays. Un rêve simplement qu'a fait miroiter le président ivoirien, qu'on sert quand même à travailler pour la reconstruction en termes d'infrastructure du pays. Oui, je pense que l'émergence 2020 n'a pas été qu'un slogan, parce que quand même, il y a des routes, des ponts, comme l'a d'ailleurs reconnu le représentant résident de la Banque mondiale. Et donc, mais le vrai problème, est-ce qu'il suffit de faire des routes et des ponts? C'est très important, parce que la route, un peu, sans la route, vous ne pouvez pas vous développer. Il ne peut pas y avoir circulation des personnes et des biens. Mais en fait, au-delà de cela, et ça a réjoui qu'aujourd'hui, que les institutions de Bretton Woods, qu'on considère comme des institutions qui n'ont rien à voir avec l'humanisme, s'intéressent au vécu quotidien, parce que ce dont parle la Banque mondiale aujourd'hui, du vécu quotidien, notamment les producteurs de cacao, leurs conditions de vie. La Banque mondiale estime qu'au-delà des routes et des ponts, il faudrait éduquer le peuple, il faudrait nourrir le peuple, il faudrait soigner le peuple, il faudrait redistribuer les ressources, et que l'assiette de la ménagère ne se porte pas mieux en Côte d'Ivoire, et donc que ça pose un problème et que ça pourrait plomber ce désir d'être un champion de l'émergence de la part du président Alassane Dramane Ouattara. Je reprends mot pour mot ce qu'a dit justement la représentante de la Banque mondiale. Une population instruite, une bonne santé et une population bien nourrie, justement, rapporte davantage à l'économie que la seule construction de routes et de ponts. Votre analyse? Oui, il faut bien revoir le parcours de Alassane Dramane Ouattara. Il a été un financier hors pair. Il a été numéro 2 du FMI. Aujourd'hui, il est président-chef de l'État ivoirien. Et entre le politique qu'il a aujourd'hui
et le technicien, le financier qu'il était, il y a un grand fossé. Le politicien vise un objectif. Le plus souvent se faire réélire ou avoir du ou soutien bien placer populaire. son dauphin Voilà. pour que les acquis se poursuivent. Les institutions de Bretton Woods, c'est beaucoup plus la stabilité économique, le mieux-être des populations dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara construit des infrastructures, ponts, routes, etc. Et à travers ces constructions, on a l'impression du dehors que quelque chose se fait. Alors que les richesses que produisent la production de cacao n'est pas forcément équitablement distribuée parce que les producteurs ont toujours pratiquement le même niveau de vie. Ils n'ont pas vu leur niveau de vie évoluer à un certain moment. Alors que la Côte d'Ivoire est un grand producteur de cacao dans le monde. Et c'est vrai, la représentante résidente de la Banque mondiale a totalement raison. Mais il faut se demander pourquoi il y a un tel sursaut à un tel moment à la veille des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire pour attaquer... Il faut tenir compte des aspects politiques. Politiques également. Si on sait très bien qu'il y a encore quelques mois, les chancelleries européennes ont attaqué la gouvernance d'Alassane Ouattara. Allez-y voir quelque chose. La Banque mondiale qui a écrit un livre sur la Côte d'Ivoire, au pays du cacao, comment transformer la Côte d'Ivoire. Une vue plutôt plus technicienne simplement sur un aspect à prendre dans sa globalité, ou aussi la volonté du président Alassane Ouattara, qui pourrait ne pas se représenter à sa propre succession en 2020, de montrer qu'il a battu du travail et que son pays a pu franchir le cap de l'émergence. Comment on appelle Alassane Dramane Ouattara, ancien numéro 2 du FMI, mon vis-à-vis le disait tout à l'heure. Et nous avons une autre institution de Bretton Woods, la Banque mondiale, qui dit ce qui est dit là. Je pense qu'effectivement, comme l'ébauchait Kapovi, effectivement, ce n'est pas le volet économique qui est comment on appelle, mis en exergue ici. Non, qui est mis en accusation, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est réellement le social. Parce que, oui, le président Alassane Dramane Ouattara, si on s'en tient à ses promesses, ne se représentera pas à la présidentielle prochaine, mais quel pays il veut laisser aux Ivoiriens? On a l'impression qu'au niveau de la réconciliation, on est très loin et qu'au niveau de la crise sociale, la crise s'est enfoncée, s'est enlisée alors qu'il était venu et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Ivoiriens se disaient voilà le sauveur, on en est très loin. Et je pense que c'est le message que la Banque mondiale donne parce que justement, vous avez beau avoir des embellis sur le plan économique, si sur le plan social, il y a une déchirure, les mêmes démons dont on a parlé en 2010 peuvent revenir très très rapidement. Cette actualité, et il faut prier pour la Côte d'Ivoire. À ne pas occulter dans ce débat, autorité ivoirienne, Banque mondiale, puisque on a vu la Banque mondiale qui s'intéresse beaucoup davantage aux meilleures conditions de vie des producteurs de cacao. Le cacao qui a été, il n'y a pas longtemps, au cœur de la polémique, le cacao ivoirien, le cacao ghanéen, les deux pays qui ont dû se mettre en coalition pour fixer le prix. Ça n'a pas du tout vraiment être bien compris, je vais dire, par la communauté internationale, ceux qui rachètent ces cacaos, et par des institutions de Bretton Woods non plus. Ça peut-être... non, écoutez, sur le marché, éléments aussi minimes soit-il peut-être sur le marché international, ce sont les grosses écuries, les grands pays les grosses économies qui rachètent le cacao, la lacade, etc. Et le FMI et la Banque mondiale ne sont pas toujours loin non plus. Voilà, donc peut-être que ça peut être une revanche, c'est un jamais. Moi, je veux juste dire qu'après avoir servi la communauté internationale, Alassane Dramane Ouattara est en train d'être lâché. Allez, merci Élisée Ribel-Abel Adjovi, journaliste internationaliste et écrivain. Merci également à vous, Giovanni Kakovi, journaliste à la source de l'info. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.